Bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash pour une petite vidéo, commentaire de tweet. Je l'ai fait une fois, je trouvais ça assez sympa. D'autant plus que là je suis pas allée sur Twitter de la journée, donc je me suis dit que découvrir les derniers tweets de mon feed avec vous et les commenter, ça pourrait être voilà, une petite expérience assez agréable. Donc alors je vous explique, je n'ai qu'un téléphone, donc je lis en tout petit, donc peut-être de temps en temps vous allez me voir un peu trébucher sur la lecture. Ce n'est pas préparé et je commente en direct. Donc premier, hop, Didier Maisto. Et le PS qui vient à leur rescousse. Cet article 4 a pour un objectif: que les médecins de plateau TV, les experts en bois, soient les nouveaux gourous de la science, sans discussion ni appel. Et comme dans les pires dictatures, une loi qui décrète que les opposants sont des fous. Décidément, le parti unique tient à sa loi de censure bienveillante, absolument. Quelle tannée ce moment horrible pour les libertés que nous vivons. Donc là, on parle du fameux article 4 qui va interdire de s'exprimer sur des traitements, ou en tout cas de s'exprimer à l'encontre de la doxa, si j'ai bien compris. De remettre en question en fait un traitement qui aurait acquis un soi-disant consensus dans le monde médical. Donc moi j'en étais restée ce matin à j'ai vu ça rapidement sur le fait que l'article avait été rejeté. Donc est-ce qu'il y a du nouveau? Écoutez, je suis pas au courant et c'est une vidéo donc je peux pas, mais il y a 5 heures. Bon, c'est peut-être avant des commentaires d'avant-vote, donc je vais pas commenter parce que je suis pas très au courant. Ensuite, alors prochain, je suis désolée, mais alors prochain. X Super Kevin. Quand Poutine sait reconnaître un ami d'un ennemi, trop fort Poutine, il a remis Macron à sa place. Être trop près de Satan est maléfique et vous vous souvenez du final, un mec en jupe est venu raccompagner Macron à la sortie. Poutine a ridiculisé Macron, vive Poutine et Trump. Bon, donc là il y a la photo, vous savez la fameuse photo de la visite de Macron autour de la très grande table avec Poutine d'un côté et Macron de l'autre. Je vais pas commenter cette photo, mais alors je peux extrapoler sur le tweet. Je pense qu'il faut prendre conscience d'une chose. Poutine est un chef d'État. Poutine est un homme extrêmement intelligent, stratège, et à mon avis très très au-dessus de la moyenne des hommes politiques occidentaux. Mais ceci dit, l'interview qu'il a donnée, que j'ai écoutée, l'interview qu'il a donnée, il faut prendre ça en compte. C'est un stratège. Donc Poutine ne va jamais livrer ses pensées profondes. Il ne va jamais livrer ses objectifs profonds. Il faut être conscient de ça. Ensuite, la fin sur vive Poutine, vive Trump. Bon, vous savez, moi j'ai déjà une posture qui est de ne jamais d'exclure toute forme de fanatisme ou d'être en admiration devant quelqu'un et d'adhérer à des personnalités, parce que ça c'est très dangereux. D'abord, on ne peut jamais être 100% d'accord avec quelqu'un, donc se dire moi je défends Trump et je défends Poutine, quelque part ça vous engage à adhérer à peu près tout ce qu'ils vont eux entreprendre ou défendre. Donc moi je suis contre ça parce qu'on ne peut pas être 100% d'accord avec quelqu'un. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut vraiment vraiment se méfier. On n'est jamais c'est très compliqué de se dire on n'est pas dans une situation où on a le mal contre le bien contre le mal. Moi je pars d'un postulat qu'on est entre guerre de pouvoir. Et à partir du moment où il y a une guerre de pouvoir, on est dans une situation de mal contre le mal. Trump et Poutine ne sont pas nos sauveurs. Trump et Poutine sont aussi dangereux que les gens qui nous dirigent en Occident.
Après, on peut avoir des alliés de circonstances. Donc je pense que dans les circonstances actuelles, avoir des formes de contre-pouvoirs occidentaux qui font vaciller le totalitarisme en cours en Occident est une bonne chose. Donc je pense que Trump, ou en tout cas l'ombre de Trump et de Poutine qu'il y a aujourd'hui sur les objectifs occidentaux, sont des alliés de circonstance. Mais attention, au secours, quoi, Trump et Poutine, on n'est pas face à des anges sauveurs qui vont nous sortir de nos conditions. Derrière eux, ils ont des plans qui sont pas du tout en notre faveur, je vous assure. Hein. Regardez la Chine. Donc, je pense qu'il faut arrêter de chercher des sauveurs. Je pense qu'il faut vraiment commencer à prendre un peu son destin en main et à trouver le sauveur en nous. Alors oui, c'est bizarre de dire ça, mais les vrais sauveurs, c'est nous et notre communauté entre nous. On va se sauver entre nous. C'est pas la politique, hein, c'est pas l'ordre du monde, c'est pas la géopolitique, les stratégies géopolitiques qui vont nous sortir hein, de notre de notre condition actuelle. Hein. Donc arrêtons un peu, honnêtement, moi, en fait je commence à saturer. Et j'avais décidé d'arrêter de voter, et puis après je me suis dit, j'ai quand même voté aux européennes, parce que c'est vrai que le Brexit a quand même eu lieu grâce à un député européen. Donc je me suis dit pourquoi pas un dernier vote, mais de plus en plus je suis en train de me demander si je vais le faire. Il faut arrêter de porter de l'espoir dans un système qui ne nous sert pas. Et voilà, bon, c'est mon commentaire sur ce tweet, enfin c'est mon extrapolation sur ce tweet. Je pense que le monde est très loin d'être tel qu'on l'imagine et on n'est pas sur juste des systèmes politiques, on est sur des systèmes de pouvoir sous-jacent, de pouvoir caché, de pouvoir profond, de ce qu'on appelle l'état profond, des états profonds. On est très très loin de comprendre ce qui se passe derrière. Et on est dans une période noire, et dans les périodes noires, il n'y a que l'humanité locale, hein, l'humanité entre nous, l'entraide entre nous, la préparation entre nous, à des heures noires hein, qui peuvent pallier à ça. Je pense pas que ce soit définitif, hein, je pense que le monde a toujours traversé des heures sombres, hein, et à mon avis nous sommes en train d'entrer dans le tunnel et pas du tout en train d'en sortir. Hein. Et ne cherchons pas un sauveur, les sauveurs c'est nous. C'est ce qu'on va faire, nous, de notre petit monde à petite échelle. Hein. Voilà. Bon, ensuite, hein, le suivant. Donc, Béatrice Rosen, article 4, rétabli de façon hallucinante dans la loi. Alors là, moi, voilà, je tombe de ma chaise. Donc, le tweet d'avant était bien postérieur à ce que j'avais entendu, moi, que l'article avait été rejeté. On est dans quelle république bananière? Enfin, comment ça a pu se faire? Hein. Je vais pas commenter parce que j'ai pas vu en fait le processus là. Mais c'est dingue cette histoire, hein, attendez. On va peut-être le comprendre plus loin. Hein. On va peut-être le comprendre plus loin. Alors, bon, au beau tweet français, apparemment Zelensky aurait prévu de faire assassiner Macron à Kiev pour faire porter le chapeau aux Russes. Et les services français auraient déjoué ce plan. C'est ça le problème des scorpions. Même entre eux, ils se piquent. J'ai pas la certitude que c'est un faux est vrai. Soit vrai. Bon, je sais pas ce que c'est peut-être du fake, c'est peut-être... Il y avait une histoire drôle sur les scorpions. Non, mais je vais pas la dire. Elle me revient qu'à moitié, donc si je la retrouve... Hein. Non, mais c'était sur l'Afrique, donc en fait c'est pas drôle. Hein. Bon, allez, on passe. Mais oui, le scorpion ne peut pas s'empêcher de piquer, en fait. C'est ça le truc. Bonjour à vous tous mes amis. Beau soleil sur la forêt ce matin, malgré qu'on sent que le froid qui revient, on tient bon car le printemps n'est pas loin. Ah, ça c'est Léo Wood, hein. Le survivaliste, entre guillemets, il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, canadien. Bon, on passe. Pas de commentaires. Hein.
Cookie, j'espère que le professeur Didier Raoult va vous coller un bon procès pour diffamation. Monsieur Olivier Véran, comment osez-vous traiter de charlatan de la Canebière qui a contribué avec l'HCQ, donc l'hydroxychloroquine, à des centaines de morts en éminent professeur reconnu dans le monde entier. Bon, je ne sais pas quoi dire. Véran n'est qu'un des clowns de la nouvelle politique entre guillemets française. Donc quand on voit le niveau de médiocrité, et là je pense qu'on a atteint le summum avec les derniers en date, donc Véran, Attal, Séjourné, enfin je veux dire là on a raclé le fond des tiroirs. C'est paraît-il un signe de la fin des temps. Quand les politiciens deviennent médiocres à ce point-là, il paraît que c'est un signe d'effondrement. Donc attendons de voir, est-ce que l'effondrement est en train d'arriver? Moi je pense que l'effondrement a déjà commencé. Et attendons de voir la suite. Mais je ne suis pas très optimiste sur le déroulement, sur les prochains événements. Je suis optimiste concernant un rebond de notre humanité, parce que tout simplement parce que je pense qu'on a quand même un instinct de survie, et que cet instinct de survie, de la même manière il a été utile à l'humanité, à nos ancêtres, pour se sortir de ce type de situation, je pense qu'on en sortira un jour ou l'autre. Alors de mon vivant ou pas, je n'en sais rien. Donc je suis optimiste sur la finalité, mais est-ce qu'elle est à 10 ans, 20 ans, 30 ans, un siècle, un millénaire? Ça, j'en ai aucune idée, mais je suis très pessimiste à court terme. Voilà. Et oui, voilà. Non, on racle les fonds de tiroir, quoi. C'est... Bon, je sais pas quoi dire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ces énergumènes, hein. Alors ensuite, bon ça, il y a une vidéo donc je peux pas dire. Richard K, les médecines alternatives gagnent du terrain en France à force d'avoir été trompés par nos gouvernements et Big Pharma durant la pandémie du Covid. On peut le comprendre. Bon, apparemment, il y a un article, infographie, les médecines alternatives gagnent du terrain en France. Oui, alors c'est clair, il y a une perte de confiance. Ensuite, il y a quand même l'impossibilité quasiment de se faire soigner dans ce pays désormais, ou de se faire soigner correctement. Je viens de discuter avec une collègue qui me racontait l'histoire, alors pas en France, mais en Belgique, d'une personne qui s'est retrouvée dans une situation de septicémie à l'hôpital. En plus, elle avait la chance d'être dans un des hôpitaux, il n'y a que 20% des hôpitaux qui ont la capacité en pleine nuit de faire des antibiogrammes. Et ils ont fait un antibiogramme et ils ont eu le résultat à 4 heures du matin et ils lui ont pas donné de traitement et elle a perdu ses jambes. Voilà. Eh bien, Belgique égale France, France égale Belgique, visiblement. Donc aujourd'hui, on sait que on risque de ressortir plus malade de l'hôpital qu'on y est entré. On sait que les médecins, il y a une grosse perte de confiance parce qu'on n'est pas sûr qu'ils nous donnent le traitement le plus adapté à notre pathologie, parce il pourrait y avoir un intérêt à prescrire autre chose de moins efficace et de plus lucratif. Donc aujourd'hui, les gens se tournent vers les médecines alternatives, oui, mais est-ce que les médecines alternatives sont inefficaces? Non. Alors c'est pas toujours, dans tous les cas, la panacée, mais je pense que pour la majorité des maux du quotidien, honnêtement, les médecines alternatives fonctionnent très bien. Je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai eu un petit problème. Récemment, et en plus j'étais pas en France, et c'était un week-end, et je me voyais mal trouver un médecin pour me filer rapidos des antibiotiques. Alors moi je prends pas d'antibiotiques sauf dans 2 cas, bon je vais pas vous les citer, mais il y a 2 cas où je sais que ça part très très vite, ça s'aggrave très très vite chez moi.
Alors ça m'arrive une fois par décennie, mais voilà, ça arrive. Et là, vraiment, j'ai eu très peur. Et je me suis dit, j'ai pas d'antibiotiques. Donc je suis allée voir un pharmacien en lui demandant des antibiotiques et il a refusé parce que j'avais pas de prescription. Et en fait, le pharmacien était indien et il m'a donné des gélules ayurvédiques, que des plantes. Donc je me suis dit, bon bah je vais tenter le tout pour le tout. Et en même temps, je me suis dit, je vais jeûner. Et j'ai jeûné. Mais jeûné, hein, que de l'eau. Et ces gélules, et vous me croirez ou pas, en 24 heures, j'avais plus rien. Alors que de toute ma vie, à chaque fois que je traînais pour soigner ce truc, hein, plus de 24 heures, hein, ça se terminait à l'hôpital. J'ai déjà fini au Portugal, hein, en pleine nuit, aux urgences à l'hôpital, hein, avec les antibiotiques par intraveineuse parce que j'avais pas soigné à temps ce truc-là. 24-48 heures, ça dégénère chez moi. On a tous des faiblesses particulières. Après, bon, moi, je suis à un âge où je les connais, mes faiblesses, hein. Je sais d'où je suis fragile. Et je sais repérer le symptôme qui fait que ce truc, ces deux trucs, j'ai deux choses qui reviennent une ou deux fois par décennie. Voilà, c'est une fragilité que j'ai et je la connais, donc voilà. Et n'empêche que, vous voyez, les médecines alternatives, le jeûne, déjà vous êtes malade, vous jeûnez, mais c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez automatique, systématique. Normalement, quand on est malade, on n'a pas faim, hein. Donc les animaux jeûnent systématiquement. Sans prescription quand ils sont malades, hein, et nous sommes des animaux, oui. Donc oui, elle gagne du terrain, et est-ce un mal? Je crois pas. Voilà, je pense que la médecine allopathique, alors moi la médecine allopathique, je sais pas, honnêtement, mais bon, on peut pas nier que les antibiotiques ont sauvé des milliards de vies, hein, depuis leur existence, hein, donc voilà. Oui, je sais, on va me dire, l'agent colloïdal, etc., ça ne marche pas dans 100% des cas. Je connais rien de plus efficace, hein, que de l'amoxicilline, honnêtement. Il faut aussi accepter, on peut pas être jusqu'au boutiste, hein, et refuser de soigner quand quelque chose existe, même si c'est pas naturel, hein. Il faut pas non plus tomber dans des extrêmes, hein. Voilà, moi je me soigne par le jeûne. Si au bout d'un moment ça marche pas, on finit par connaître son corps, hein. Si on voit que ça s'arrange pas et que potentiellement ça s'aggrave, et on se tourne vers d'autres solutions. L'idée c'est quand même d'être en bonne santé, de pas mourir, hein, donc quel que soit le moyen, hein. Allez, suivant. J'en suis à combien? 17 minutes. Suivant. Donc Philippe de Villiers, nous venons d'assister à un coup d'état judiciaire du Conseil d'État. CNews est en sursis. Les juges veulent bâillonner la liberté d'expression. Mon émission est en péril. Réagissez. Ah oui, j'ai aperçu ça, oui, dans une vidéo. Quelqu'un qui en parlait sur YouTube. Non, écoutez, je crois qu'il n'y a même plus de commentaires à faire. On voit bien qu'on est en train de tourner dans un totalitarisme absolu, où il devient complètement impossible de s'exprimer. Je veux dire, même cette vidéo va finir par être peut-être à un moment donné censurée, et peut-être qu'on viendra chez moi me chercher pour me mettre en prison 1 an et avoir 15 000 € d'amende. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on voit bien qu'ils sont en train de tout verrouiller sur la liberté d'expression. Donc, aujourd'hui, j'ai même plus envie d'être en colère et je suis même plus étonnée. La question est, que fait-on et comment lutte-t-on contre ça? Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a un moyen, c'est de continuer à le faire comme je le fais là, mais à mes risques et périls. Peut-être à vos risques et périls, parce que si vous likez la vidéo ou vous la propagez, peut-être que c'est aussi à vos... J'en sais rien, moi. C'est peut-être aussi à vos risques et périls, hein. Donc, il y a des gens qui vont s'exposer, continuer à s'exposer et prendre des risques pour leur propre personne. Il y a des gens qui vont organiser, je sais pas moi, des sortes de lobbies pour essayer de faire annuler ces lois. Il y a des gens qui vont se taire mais continuer à parler, mais dans des groupes plus restreints, au café du coin, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, mais il n'y a pas une solution. Je pense que tout le monde a son rôle à jouer, à sa mesure.
Et si ça se trouve, demain, on dirait on est 1 million et on fait 1 million de vidéos illégales, hein, mais ils auraient du mal à nous contrer aussi. Donc, je sais pas quoi vous dire. Je suis même plus en colère hein, parce que c'est déjà intégré pour moi. Voilà. La censure, le manque de liberté d'expression et qui devient maintenant, qui entre dans la loi, c'est quand même ça le pire. Ça entre dans la loi. Mais normalement, ça devrait être retoqué par le Conseil constitutionnel, ce truc. Bon. Je ne suis pas très au fait des procédures légales hein, au gouvernement. Bon, maintenant on connaît le 49.3. En fait, j'acquiers des connaissances au fur et à mesure que la Constitution est bafouée, mais on verra ce que ça donne au final. Hein. Mais je suis ni en colère ni étonnée parce qu'on sait que c'est déjà le cas et on sait que ça va aller de pire en pire. Hein. Donc aujourd'hui la question c'est comment gérons-nous ce fait? Comment gérons-nous ce nouvel environnement où il est plus possible de dire ce qu'on pense, il est plus possible de critiquer, il est plus possible d'être en opposition. Comment allons-nous gérer ça? Donc je vais réfléchir, je peux faire une vidéo là-dessus, mais je pense que chacun a sa part à faire. Hein, en prenant plus ou moins de risques à une plus ou moins grande échelle, de manière plus ou moins publique. Voilà. Allez, j'en fais un petit dernier. Donc ça, c'est en anglais, donc on va pas rentrer en politique américaine parce que ça va faire beaucoup. Liste des 116 traîtres faschoïdes de la Macronie. Selon moi, c'est à la hauteur de ceux qui ont voté le pass vaccinal. Ah oui, donc ça, c'est des 116 qui, au premier coup, avaient voté, ou au deuxième coup, alors, ont voté pour. Hein. Bon, il faudrait que je clique, donc je n'ai pas cliqué pour voir les noms. Le gauchisme est une maladie mentale qu'il faut soigner par une immersion dans le réel. Hein. Oui, alors là, je suis d'accord. Le gauchisme est une maladie mentale. Être de gauche, hein, si ça existe encore, hein, n'est pas une maladie mentale, mais le gauchisme est une maladie mentale. Est-ce qu'il y a encore des gens de gauche? Hein? J'en sais rien. Hein. Bon, moi, je me mets pas dedans. Si je devais me classifier, en fait, j'ai jamais réussi à me mettre dans une case. Ça aussi, c'est une maladie mentale de se mettre dans une case, non? Ouais, je pense que c'est une maladie mentale, hein, de se dire je suis de gauche, je suis de droite, c'est une maladie mentale parce que c'est une maladie qui vous fait vous exclure de fait d'un mode de pensée, donc ça vous fait fermer des portes de fait. C'est une maladie mentale, hein. Finalement, c'est une forme d'auto-censure, hein. Parce que si vous vous autoclassifiez de droite, hein, ça veut dire que de fait, vous n'adhérerez pas à des idées de gauche. Hein. Or, moi, j'adhère à des idées de gauche comme j'adhère à des idées de droite. Donc, j'ai pas envie de m'auto-censurer, donc je ne me mettrai pas dans une case. Voilà. Les autres s'en chargent assez bien. Hein. J'ai pas besoin de le faire, en fait. Allez, un petit dernier. La gauchiasserie des salons parisiens, pseudo-intello, mais tellement facho. Bon, de quoi il parle? Moi, je sais pas. Là, j'arrive pas à comprendre le fil. Ça, c'est encore sur CNews. J'enlève hein, ce qui est redondant. Bon, visiblement, les posts sont très redondants quand même. Alors, il n'y a pas plus d'actualité que ça. Ça, c'est aussi sur CNews. Alors, un Ricard, non dit Ricard, oui. Les putains de pauvres se plaignent des putains de riches de la SNCF parce que ces putains de pauvres n'iront pas à destination de leur location de riches. Bon, je sais pas de quoi il en est. Par contre, j'ai fait une vidéo ce matin sur le fait
de devenir riche sur le fait de se plaindre quand on n'avait pas assez d'argent. Et je la posterai demain, peut-être, dans la semaine. Ouais, je vais vous la poster après celle-ci, je pense. C'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Alors, s'il y a bien une personne qui ne devrait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est Olivier Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout durant la crise Covid, et il dit n'importe quoi, et c'était scientifiquement démontré. Bon, écoutez, c'est Marine Le Pen. Bon, je sais pas ce que Marine Le Pen fait dans mon fil, pour être honnête. Bon, je trouve qu'il y a un manque de diversité dans l'information aujourd'hui, parce que tout est sur le même thème. C'est presque flippant en fait. Vous voyez un peu comme on est enfermé dans des nouvelles. Je veux dire, moi je dois avoir, je suis abonné à un peu plus de 1000 comptes, et là je viens de passer 10 ou 15 tweets, il y a 2 sujets. Ça devrait nous faire réfléchir à l'enfermement dans lequel on est en termes de sujet et donc en termes de pensée. C'est-à-dire là, on focalise sur ça et pendant ce temps-là, on ne focalise pas sur le reste. Donc visiblement, il s'est passé quelque chose avec la SNCF. Bon, écoutez, je vois rien d'intéressant parce que je sais pas que c'est inintéressant, mais c'est redondant. Alors pour précision, Marty a fait demi-tour lorsqu'il m'a vu arriver à l'audience, il n'était pas présent. C'est Francis Lalanne. Cette tribune de Marty ayant été publiée dans un média destiné aux médecins, il s'agit d'un délit de presse. Alors voilà, comme je ne sais pas de quoi il s'agit. Condamnation du docteur Marty. Mes chers amis, je suis heureux de vous annoncer que la décision rendue dans notre affaire contre le docteur Jérôme Marty est une victoire pour la justice et l'intégrité. Cette décision démontre que la vérité finit toujours par triompher et que personne n'est au-dessus des lois, même pas ceux qui occupent des positions de pouvoir ou de notoriété. Nous avons été attaqués injustement, mais nous avons tenu bon, convaincus que la justice serait rendue. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de cette décision qui réaffirme l'importance du respect et de la dignité dans les débats publics. Cette victoire est le fruit de notre persévérance, de notre engagement, blablabla. Oui, il est long ce tweet. Donc, Marty aurait été condamné. La chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'Ordre des médecins a statué sur 2 plaintes dirigées contre le docteur Jérôme Marty par M. Jean-Marie Bigard et Francis Lalanne, les plaignants ont reproché au docteur Marty des propos injurieux tenus à leur encontre sur Twitter. Après une instruction commune et l'audition des parties, la chambre a constaté que les propos litigieux étaient contraires aux obligations déontologiques du docteur Marty. En conséquence, la chambre a décidé de blâmer le docteur Marty. Mais c'est le 2e blâme. Non mais ce mec, c'est une fraude à lui tout seul, quoi. C'est une fraude à lui tout seul. Enfin, moi, je comprends même pas comment ce genre de type peut avoir le droit de s'exprimer dans l'espace public. C'est dingue. Vous avez vu que la nuit est tombée ? Bon, allez, je vous laisse. Bon, c'était pas très fun, et je trouve l'actualité très réduite, très enfermante, très déprimante. Et je vais aller reprendre un peu de joie en mangeant, voilà. Je suis toujours en jeûne de 23 heures. Je suis toujours sur mon menu unique. Mon repas. Sur mon repas unique. Et ça arrive. Je vais être contente de manger. Allez, je vous embrasse. Ciao. Bye bye.